on avance vers la paix, il faut mettre les mécanismes de prévention, et c'est pour ça qu'on dit plus jamais ça, parce qu'on veut prévenir, on ne veut plus continuer à courir après les problèmes. Et vous avez raison, et il faut continuer à nous interpeller sur ça. J'ai eu une autre question où on m'a demandé qu'est-ce qu'on fait pour répondre, justement pour protéger les enfants, pour répondre aux besoins des enfants qui subissent la violence. Vous avez parlé aussi de maladies, vous avez parlé de situations qui affectent les enfants même en dehors des conflits à cause de la pauvreté, à cause des maladies, à cause d'autres. Et je pense que si on parle aujourd'hui d'une convention sur les droits de l'enfant, qui a quand même 24 ans, depuis son entrée, depuis son adoption, si on parle aujourd'hui de conventions qui interdisent l'utilisation des enfants dans les conflits armés, ce n'était pas toujours comme ça. Donc il y a eu un travail. On a réussi à obtenir un consensus international pour dire les enfants, ils ont des droits. Les enfants doivent être protégés. Les enfants, ils ont une voix. Et si aujourd'hui on est là pour répondre à vos voix et pour vous écouter, c'est parce que justement il y a eu tout ce travail. Il faut continuer à le faire et il faut que ce qui a été consacré comme norme descende et soit mis en œuvre et que les enfants jouissent réellement de ces droits. C'est aussi un travail de longue haleine. Je crois que les enfants de ce pays ont beaucoup souffert, les enfants de toute la région des Grands Lacs, les enfants de l'Afrique. Donc, il faut que les normes qui ont été adoptées, il faut les mettre en œuvre. Nous avons vu le travail. Vous travaillez avec l'appui des Nations Unies, avec l'appui des institutions et des ONG. Je crois qu'on a ici l'UNICEF, on a la MONUSCO, on a le gouvernement. Ça veut dire que tous ces gens sont en train de réaliser combien c'est important de protéger les enfants, parce que c'est comme ça qu'on construit la paix et c'est comme ça qu'on peut assurer la réussite des enfants de demain. Mais ça aussi, il faut le dire aux institutions, il faut le dire aux instances nationales, il faut le dire à nous, internationaux. Nous devons tous réunir nos efforts, travailler ensemble pour que plus jamais les enfants de ce pays ne subissent toutes les horreurs qu'ils sont en train de subir ou qu'ils ont subies par le passé. Merci bien, Madame Barbara. Merci beaucoup. Je pense que c'est Mirali qui m'a posé la question sur la douleur horrible que vivent ces enfants qui soit sont poussés à la violence, soit subissent la violence. Et donc c'est une question extrêmement pertinente. Et il est vrai que pour travailler sur ça, c'est très compliqué. Donc nous avons vu dans la vidéo, le film que vos confrères, consoeurs ont réalisé à Rutshur, nous avons vu comment les ONG, les organisations de la société civile travaillent avec ces enfants, soit en les intégrant dans un centre provisoire, soit en les plaçant dans des familles d'accueil. Et nous assurons qu'il y a des psychologues qui accompagnent ces enfants et qui peuvent, en les écoutant, en ayant un dialogue avec eux de façon régulière, peuvent détecter la profondeur de la souffrance de ces enfants et peuvent ainsi mettre en place aussi un programme pour essayer d'aider les enfants à surmonter, à d'abord reconnaître, donner voix à leur peine, à leur douleur, et ensuite aider les enfants à surmonter ces difficultés qui peuvent accompagner cette peine et cette douleur. C'est un travail difficile, parfois c'est des séances quotidiennes avec les enfants, d'autres enfants à travers le jeu, à travers l'expression par des dessins ou encore à travers des activités en groupe, théâtre, peuvent aussi surmonter ce genre de défis. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place ensemble avec différentes organisations dans tout l'est du pays. Il y a tout un travail qui est en cours pour les aider, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Et c'est qu'on doit toujours travailler sur la qualité de ce travail. C'est un travail hautement complexe. Il n'y a pas beaucoup de psychologues
dans le pays. Donc vraiment, on doit renforcer ses capacités et sur ça, nous travaillons également. Merci bien. Général, Oui, qu'est-ce que vous dites? Il y a beaucoup de questions qui sont allées vers vous. Oui, ça c'est vrai. Je vais m'atteler à y répondre. Je voudrais d'abord prendre les questions de Joël. Je crois elle m'a posé deux questions. D'abord, à propos, je dirais, de la cohabitation des militaires avec leurs enfants au camp militaire. À ce propos, je voudrais dire que le camp militaire, c'est un espace qui est destiné au logement des militaires, et il y a aussi ce qu'on appelle les bureaux, les hôpitaux, etc., etc. Donc dans le camp militaire, il y a un espace qui est réservé au logement et il y a un autre qui est réservé je dirais, au travail. Les armes, on le met aussi quelque part dans ce qu'on appelle la poudrière. Donc, c'est pas tout le temps qu'on voit les armes, et je pense que on ne peut pas ici parler de violence parce que ce militaire, lorsqu'il revient chez lui à la maison, il ne revient pas pour violenter son enfant avec son arme. Il laisse son arme dans ce qu'on appelle le magasin et il revient vivre avec son enfant. Bon, je crois que ici on ne peut pas parler de violence parce que je crois, et je l'ai déjà vu, souvent les enfants des militaires sont très contents lorsqu'ils voient par exemple un défilé. Cela signifie que cette vue-là ne leur cause pas du tort, au contraire, ça leur donne une certaine fierté. Donc je crois qu'il ne faut pas ici parler de violence. Tout à l'heure, vous avez aussi parlé je pense, de ce que l'on fait lorsqu'il y a la guerre et qu'il y a parmi ceux qui s'affrontent, il y a des enfants. C'est vrai, il faut savoir que lorsqu'il y a une guerre, c'est difficile de commencer par distinguer qui est mon adversaire. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un adulte? Du moment qu'il porte une arme, c'est la vie ou la mort. Cela signifie que lorsque des enfants se retrouvent dans des groupes armés, ils risquent d'être atteints par des balles. Mais il faut savoir que lorsque il y a la guerre et que l'ennemi, par exemple, s'est rendu, en ce moment-là, on est obligé de le protéger. Et lorsque l'on constate que c'est un enfant, comme le veulent si bien comme le disent plutôt les conventions de Genève, on doit le protéger. Donc cela signifie que la place de l'enfant, ce n'est pas dans un groupe armé et il ne doit pas participer, je dirais, aux hostilités. Vous m'avez aussi, ça c'est je crois Jonathan, vous m'avez posé la question de savoir, nous avons signé un plan d'action qui a pour objectif de mener des activités en faveur de l'enfant. L'objectif, c'est qu'on ne trouve plus les enfants au sein de l'armée. Qu'est-ce qu'on a déjà fait par rapport à cela comme activité? Bon, d'abord, je parlerai de l'armée. Au sein de l'armée, lorsque on a signé le plan d'action, il y a une série d'activités qui ont été prévues. Il y a d'abord la sensibilisation. Et d'abord, avant la sensibilisation, le ministre de la Défense, son Excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a pris une directive ministérielle pour instruire toutes les unités de forces armées de manière à ce qu'ils puissent, je dirais, savoir quels sont les engagements qui ont été pris dans le cadre du plan d'action et quelles sont les obligations des uns et des autres et quelles sont les sanctions auxquelles on peut s'attendre lorsque l'on viole ces engagements-là. Cette directive a été par la suite diffusée
parce que c'est ça la procédure par le chef d'état-major général. Et la sensibilisation a commencé. Il y a déjà une sensibilisation qui a été faite ici, organisée ici à Kinshasa, en faveur des commandants de grandes unités et de certains cadres. Il y a une autre sensibilisation qui a été faite à l'ICACI et nous avons prévu d'organiser cette sensibilisation un peu partout dans toutes les garnisons du pays, non pas seulement pour parler du plan d'action, mais pour parler aussi des lois qui protègent l'enfant. Parce que, vous savez, il y a des lois qui ont été prises qui concernent la protection de l'enfant. Voilà la série d'activités organisées dans le cadre de l'armée. Maintenant, vous me dites, est-ce que je peux vous assurer qu'il n'y a aucun enfant au sein de l'armée? Je peux vous répondre que si nous allons dans la base de données de personnel, mieux des militaires qui sont au sein de l'armée pour le moment, vous ne verrez pas une personne qu'on peut considérer comme étant un enfant. Mais vous savez comme moi qu'il y a des gens qui trichent, c'est-à-dire il a peut-être envie de se retrouver au sein de l'armée, il a été avec un commandant avec qui il a vécu pendant un temps et il estime qu'il veut le suivre dans les rangs. Bon, il va vous dire que moi j'ai perdu mes pièces d'identité, mais je suis âgé de X années. Ça arrive. Heureusement qu'il y a par la suite des contrôles qui se font. On arrive à dénicher je dirais, les individus, ces enfants qui s'infiltrent au sein de l'armée. Voilà ce que je peux vous assurer. Mais sachez que toutes les précautions sont prises pour que les enfants ne se retrouvent pas dans les forces armées. Vous permettez que je complète parce que je pense que le général est modeste, mais il faudrait que vous sachiez que quand même nous avons beaucoup avancé sur cette question. Et le gouvernement congolais, les autorités sont très claires. Nous ne voulons plus d'enfants ni chez les militaires ni chez la police. Et je crois qu'on travaille de façon concrète, les Nations Unies, avec les FARDC, avec la police. Je crois qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a eu un recrutement, ils ont sollicité les Nations Unies pour faire le screening, pour vérifier si les gens qui postulent ont plus de 18 ans, parce qu'un enfant, c'est plus de 18 ans. Un adulte, c'est plus de 18 ans. Et puis, on sait aussi qu'à chaque fois qu'il y a des groupes armés ou des gens qui se rendent, on s'assure que les enfants, on les met et on les sépare. Donc, il y a un travail concret qui se fait, il y a une volonté politique, c'est à nous maintenant. Et le plan d'action, justement, c'est ça. C'est de pérenniser, c'est de s'assurer qu'on ne fera plus les erreurs du passé et on ferme toutes les portes à la possibilité qu'un enfant soit recruté, utilisé ou associé avec l'armée ou avec un groupe armé. Et votre travail aujourd'hui, le fait d'aller sur place, le fait de ramener la souffrance, c'est aussi une contribution à la mise en œuvre de l'engagement de l'État. Je tenais à le dire parce que je crois que le général... Je peux peut-être vous faire compléter parce qu'il y a quelque chose qui peut prêter à confusion. Vous savez, quand on enrôle des enfants au sein des groupes armés, on leur fait porter des uniformes volés ou encore abandonnés par les forces armées. C'est aussi ça qui donne l'impression qu'il peut y avoir des enfants enrôlés au sein des FARDC. Mais en tout cas, je peux confirmer ce qui vient d'être dit tout à l'heure, qu'il y a 0 enfant connu au sein de nos forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une bonne chose. Je ne sais pas si vous avez épuisé toutes les questions qu'on vous a posées. Non. Je crois qu'on m'a posé une question sur la présence des violeurs. Oui. Je voudrais d'abord dire ici que dans la Constitution, une personne est présumée innocente tant qu'il n'a pas été condamné par un jugement définitif. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que XY, on peut dire qu'il a commis des faits,
mais il faut encore qu'on le poursuive et qu'on arrive à le condamner. Ça, c'est le principe. Et il se peut que quelqu'un qui a été dans un groupe armé, il se fait intégrer, mais il a un passé, je dirais, noir. Alors, il faut qu'on le dénonce. Il faut qu'on le dénonce de manière à ce qu'on puisse le traduire en justice. Cela peut se faire non seulement au moment où il se fait intégrer, mais même plus tard. Parce que s'il s'agit d'une personne qui a commis un crime de guerre, ce crime-là est imprescriptible, comme on dit. Donc on peut le poursuivre n'importe quand. Et tant qu'il est là, mais il faut apporter des preuves. C'est ça le problème. Donc, et je voudrais ajouter ceci. Pour le moment, nous appliquons ce qu'on madame appelé le screening. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a des gens qui veulent se faire recruter, ils veulent se faire intégrer au sein de l'armée, nous prenons la peine de consulter les bases de données qui existent. La MONUSCO, la justice militaire, les renseignements militaires. On pose des questions. Est-ce que vous connaissez tel individu? Est-ce que vous avez des éléments? Et bientôt d'ailleurs, lorsque nos hommes iront, je dirais, s'occuper de ceux qui se rendent à l'est du pays, on va retrouver la justice militaire, les renseignements militaires et même la MONUSCO sur place pour vérifier. Donc, si vous avez des informations sur des gens qui ont un passé chargé et qui sont au sein de l'armée, il faut les dénoncer. Voilà. Vous devez faire de nombreuses enquêtes d'enfants reporters. Oui, là, c'était les questions qui vous étaient... Il y a une dernière question adressée à Madame... À Madame Di. Madame Di. Il y a une question pour vous. Oui, c'est Joël qui a demandé qu'est-ce que la MONUSCO fait pour ces enfants. Bon, ça a été déjà dit un peu, mais très concrètement, on appuie le gouvernement pour sortir les enfants du FARDC et des groupes armés. Ça veut dire qu'on vérifie les bataillons et on les aligne quand ils font la parade, à la parade, et on regarde qui on pense à moins de 18 ans et on les enlève et puis on les donne à UNICEF et leurs partenaires pour qu'ils puissent rentrer chez eux, recevoir des soins nécessaires. On le fait aussi avec les groupes armés. Il y a des groupes armés qui se rendent. On va là-bas, le FARDC nous appelle pour venir. On va voir là-bas qui est enfant, qui est adulte. On les retire. Et encore une fois, on donne à UNICEF et les partenaires pour qu'ils puissent retourner dans leur famille. Ça, c'est une chose. On parle avec ces enfants parce qu'on veut savoir quand ils ont été recrutés, où et par qui ils ont été recrutés. Ça, on met dans une base de données et comme ça, on a les statistiques et on peut voir où est-ce que ça se passe, pourquoi ça se passe, comment est-ce qu'on peut prévenir dans certains endroits où il y a beaucoup de recrutement d'enfants. Et on demande toujours qui a recruté cet enfant. Et ça, c'est comme le général Mutombo a dit, on fait ce qui s'appelle la lutte contre l'impunité. L'impunité veut dire que les gens qui ont commis des crimes ne sont pas punis. Et nous, on veut savoir les noms exacts de ceux qui ont fait ces crimes pour pouvoir les poursuivre en justice. Voilà, c'est ça notre travail. Voilà, merci bien pour toutes ces réponses. Je crois que vous êtes satisfait, enfant reporter. Et vous dit, avant de passer à la deuxième série de questions, nous allons faire appel aux enfants reporters de différentes provinces. Nous avons eu des questions des enfants qui nous ont envoyées et je vous prie de suivre ces questions et parce que vous allez devoir y répondre. Moi, c'est Karine Kabunga, je suis enfant reporter de Goma. Ma question a été adressée à la représentante de l'UNICEF. Je voulais juste savoir quel est l'apport de l'UNICEF dans la lutte contre les violences faites à l'enfant congolais. Moi, c'est Richard Miville, je suis enfant reporter de Goma. Ma question est adressée à la représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés.
Et la question est de savoir quels sont les mécanismes qui sont mis en place par les Nations Unies pour mettre fin à l'enrôlement des enfants dans des forces et groupes armés. Merci beaucoup, c'est Nathan Mugisha, le coordonnateur du club d'écoute pour enfants à Nitouri. Je suis à Bougne. Oui, ma question s'adresse à la ministre des Bureaux Genre, Famille et Enfants. La loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Ça met un accent particulier sur la protection de l'enfant avant et après la naissance. Il y a une situation qui se présente. Quand par exemple une personne âgée de 19 ans révolue a des relations sexuelles avec une personne âgée de moins de 18 ans, on qualifie cette pratique de viol. Maintenant, l'auteur de ces viols sera puni d'une peine de servitude pénale d'au moins 20 ans au maximum. Mais il se pourrait qu'il y ait l'enfant ici maintenant de cette relation sera dépourvu de son père, de l'affection paternelle, qui pourtant est indispensable pour sa croissance et son développement. Là, ma question est de savoir qui devrait-on plus protéger, la fille âgée de moins de 18 ans ou l'enfant qu'elle mettra au monde? Ilim Semeza, je suis coordonnateur de jeunes reporters à Nitouri et Otweli. Je suis à Bounia. Je pose ma question au général Mukombo. Je veux savoir quels sont les mécanismes mis en place par l'État et exécutés par l'armée par rapport à l'article 171 de la loi portant protection de l'enfance qui stipule que l'enrôlement des enfants dans les forces armées soit interdit. Alors, quels sont les mécanismes que l'État a mis en place et que l'armée exécute dans les zones de conflit où ils ont affaire à des groupes armés qui utilisent des enfants pour la guerre sans tenir compte de la présence de ces enfants? Qui ont réagi et les questions sont là, et nous attendons la réponse. Madame la ministre, qu'est-ce que vous dites? Oui, une question complexe qu'on vient de vous poser. Oui, c'est vrai, c'est une question complexe, effectivement. Je remercie les amis reporters de province qui se sont joints à nous pour nous poser ces questions. En rapport avec un enfant né de viol, c'est vrai que c'est une problématique très complexe. Mais du moment où il y a commission de l'infraction, la loi doit d'abord sanctionner l'auteur en ce moment-là. Et l'enfant qui est né est obligatoirement pris en charge par le pouvoir public. Il y a des structures qui sont mises en place, qui sont appuyées par nos partenaires pour la prise en charge des enfants vulnérables. Les enfants issus des viols sont des enfants vulnérables. C'est vrai que c'est une problématique qui devrait de plus en plus focaliser notre attention, mais il n'est pas ici question ou encore d'asseoir une impunité du fait qu'il y a un enfant qui est issu de ces viols et que l'auteur ne soit pas puni. L'auteur doit être puni conformément à la loi et l'enfant qui est né de ces viols doit être pris en charge selon les mécanismes en place qui sont soutenus d'abord par le gouvernement mais ensuite aussi appuyés par les partenaires. Oui, Madame Leila. Moi, je suis vraiment contente parce que je pense que les enfants sont en train de nous interpeller tous et sont en train de mettre en évidence qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour nous protéger. Alors, quels sont les mécanismes qu'on a mis en place? Je voudrais dire aux enfants que ça fait bientôt, ça va faire, on est 94, on est 2014 l'année prochaine, ça va faire bientôt 20 ans que les Nations Unies, que la problématique des enfants soldats ou des enfants affectés par les conflits armés a été posée pour la première fois à New York, dans le siège des Nations Unies, avec l'Assemblée générale, à cause de ce qui se passait dans les conflits. À l'époque, rappelez-vous, l'Afrique, il y avait beaucoup de conflits, Sierra Leone, Libéria, Rwanda, et on a dit qu'est-ce qu'il faut faire, quel mécanisme il faut mettre en place pour protéger les enfants et pour prévenir les violations. Et donc, il y a eu tout un travail, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a eu tout un travail qui a été fait pierre par pierre, comme ça, pour justement que la communauté internationale, avec tous les gouvernements du monde, de répondre à ça. Le Conseil de sécurité, en 1999, a dit toucher les enfants affectés par les conflits armés, c'est une question qui menace la paix et la sécurité dans le monde. Donc, je veux que vous me faites rapport. Et il faut identifier
ceux qui commettent les violations, et ceux qui recrutent les enfants, et ceux qui attaquent les écoles. Et on a commencé à lister et à identifier les auteurs. Et on a commencé à mettre ces listes pour, après on a dit, vous ne pouvez pas sortir de la liste que si vous signez un plan d'action et vous garantissez non seulement qu'on cesse les violations, mais aussi on prévient et on sanctionne. Et donc c'est comme ça qu'on travaille, c'est pour ça on a Child Protection ici, et c'est pour ça on a l'UNICEF qui doit aussi, pas seulement on sépare les enfants, pas seulement on prévient le recrutement, mais on doit aussi réintégrer les enfants dans leur communauté, assurer qu'ils soient pris en charge, penser leurs blessures, parce que ce qu'on leur fait c'est mal et ça reste, c'est pas que la blessure physique, c'est aussi la blessure. Donc il y a tout un travail, nous travaillons ensemble, on est tous là, s'il y a un représentant spécial du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, ça veut dire qu'on a dit cette question est inacceptable et il faut absolument qu'on agisse. Et on agit ensemble et on travaille avec vous et vous êtes aussi notre conscience. Vous devez interpeller les internationaux, interpeller votre gouvernement, interpeller la communauté, interpeller tout le monde et ensemble on va protéger les enfants et on va prévenir pour le futur. Merci pour ces questions. Voilà, Madame Barbara. Merci beaucoup au jeune reporter de Goma qui m'a posé la question sur les efforts que fait l'UNICEF pour lutter contre les violences faites à l'enfant. C'est une question assez vaste parce que bon, si on regarde l'UNICEF dans le monde, l'UNICEF vient d'adopter un nouveau plan stratégique pour les 5 années à venir.